Bonjour à tous. Après ma dernière vidéo, qui était un archéofake, je comptais faire un autre format. Néanmoins, dernièrement dans mes recommandations YouTube, est apparue une vidéo parlant d'artefacts qui remettraient soi-disant en cause toute l'histoire et l'archéologie. Je me suis d'abord inquiété de voir aucune source en description. Le contenu de la vidéo étant également discutable, j'ai alors décidé de laisser un commentaire poli et constructif expliquant qu'il y avait des explications qui ne nécessitaient pas de faire intervenir des hypothèses aussi coûteuses et étranges que celles qui étaient présentées dans la vidéo. Cependant, j'ai ensuite constaté que tous les commentaires qui se voulaient critiques étaient supprimés systématiquement. Inquiet de voir le nombre de vues et de commentaires enthousiastes augmenter, j'ai décidé de faire une vidéo pour en parler. Je précise que je vais rester très constructif, je ne vais en aucun cas me montrer insultant envers la personne à l'origine de cette vidéo. Bien, maintenant penchons-nous un petit peu sur ces soi-disant mystérieux et impossibles objets qui auraient changé notre histoire. Là-dessus, bienvenue pour un nouvel épisode d'Archéofake. Dans cette vidéo, je vous propose de partir à la découverte d'objets mystérieux et inimaginables, les Ooparts. Oopart est l'acronyme de Out of Place Artifact, littéralement objet manufacturé qui n'est pas à sa place ou objet hors contexte. La présence de ces objets étonnants amène à croire en l'existence de civilisations anciennes évoluées, comme l'Atlantide, et soutient la théorie du créationnisme. Les scientifiques, évidemment, y voient des hasards ou des fantaisies de la nature. Ces preuves d'une histoire différente de celle enseignée finiront cataloguées comme canulars, moqués, débunkés, puis oubliés de peur de faire évoluer les consciences. Alors, en effet, les Ooparts, c'est le nom que certains donnent à des objets hors contexte qui semblent remettre en question les connaissances actuelles sur l'histoire. Le problème, c'est que, en effet, beaucoup de ces objets présentés un peu partout sur le net sont hors contexte. Et comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, en archéologie, c'est tout autant l'objet qui est important que le contexte. L'un sans l'autre est inutile. La créatrice de cette vidéo dit ensuite que ces objets pourraient confirmer l'existence de l'Atlantide ou la vision des créationnistes. Eh bien, voyons tout ça en nous intéressant à tout ce qu'elle avance point par point. En 1968, à Antelope Springs, dans l'Utah, ont été découverts des fragments de pierre portant des empreintes de chaussures pétrifiées. Sous l'une d'elles, on peut observer un trilobite écrasé. Or, les trilobites sont des petits invertébrés marins qui ont disparu de la surface du globe il y a plus de 250 millions d'années, alors que l'homme serait apparu officiellement il y a entre 1 et 2 millions d'années. Des analyses ont prouvé que l'empreinte de semelle et le trilobite dataient de la même époque. Bien, nous allons donc nous intéresser aux empreintes d'Antelope Springs. Quel est donc cet objet et quelle est son histoire ? En 1968, William Meister, un chasseur de fossiles, recherche des trilobites fossilisés. C'est alors qu'il tombe sur ce qui ressemble à une empreinte de pas ayant écrasé un trilobite. Le tout dans une roche qui pourrait dater d'il y a plus de 500 millions d'années. Pour le découvreur, cela prouve sans aucun doute possible qu'il y avait donc déjà des hommes sur Terre à cette époque. Sauf qu'en réalité, il y a des problèmes. Tout d'abord, les trilobites sont des animaux marins, ce qui signifie que cette personne qui aurait marché dessus il y a plusieurs millions d'années devait être en train de se déplacer sur le sol marin. Même en admettant que c'était possible, ce n'est pas tout. D'après certains chercheurs, les motifs qu'aurait laissé la semelle correspondent tout à fait à des concrétions, donc des formations géologiques typiques de cette région. Donc ce n'est a priori pas étonnant. Autre problème, la trace ne semble absolument pas avoir subi la pression qu'aurait dû provoquer l'empreinte de quelqu'un qui se déplace. En effet, quand on marche, on exerce des pressions à différents endroits du pied. Or sur le fossile, on constate que toute l'empreinte est à la même profondeur, ce qui est plutôt illogique. On peut également remarquer, en observant un peu plus près l'objet, que la ligne qui sépare le talon est en fait absolument pas une ligne de talon, c'est une fissure, on peut même voir qu'elle dépasse un petit peu de l'empreinte. En d'autres termes, ici, il ne s'agit probablement que d'une formation géologique qui, par une pareille dolly, fait croire à une empreinte. D'ailleurs, plusieurs autres fossiles de la région ont été vus comme des traces de pas avant d'être analysés plus précisément. Et donc, on a assez rapidement compris que tout ça n'est dû qu'à un simple phénomène géologique mal interprété. À l'heure actuelle, seuls les créationnistes continuent de temps en temps d'utiliser cet objet pour prouver leur vision des choses. Je vous mets un article un peu plus détaillé sur tout ça en description. Dans la vidéo, on nous parle d'analyses qui ont été faites sur cet objet. Mais ça, j'ai absolument pas pu les retrouver. Et comme il n'y a aucune source disponible dans la vidéo, forcément, j'ai un peu de mal à le croire.
Londres est une ville du Texas. Dans les années 30, des promeneurs y découvrirent dans un cours d'eau un marteau prisonnier de la roche dont l'âge fut estimé à 140 millions d'années. Pour que le marteau puisse se retrouver à l'intérieur de la roche, c'est qu'il avait dû être construit avant que celle-ci ne soit formée. Logique mais important à signaler. Des analyses ultérieures ont démontré que l'intérieur du manche était carbonisé et que la tête avait été forgée dans un fer dont la pureté s'élève à 97%, degré de pureté qui n'a été atteint que dans les siècles précédents. Une rapide déduction du contexte de la découverte laisse supposer qu'il existait non seulement une civilisation humaine antérieure au processus de solidification, il y a 140 millions d'années, et que cette civilisation possédait une technologie suffisamment avancée pour créer un marteau ayant les caractéristiques modernes. Le deuxième objet qui est présenté ici, c'est le marteau de Londres. Alors, quel est cet objet? Il a été découvert en 1936 par un couple de promeneurs au Texas, parce que oui, il y a également une ville qui s'appelle Londres au Texas. Ils avaient remarqué dans une pierre un morceau de bois qui dépassait. Ils ramassent donc cette pierre et c'est seulement 10 ans plus tard qu'elle est ouverte par leur fils, révélant ainsi un marteau qui avait été piégé dans la roche. L'objet est alors acheté en 1983 par Karl Baud, un créationniste qui va s'en servir pour avancer l'idée que l'homme existe depuis plusieurs millions d'années. En réalité, aucun créationniste n'est d'accord pour la même date, mais la plupart disent que la roche date au moins d'il y a 400 millions d'années. Il y a tout de même plusieurs problèmes avec cet objet. Tout d'abord, il n'y a aucune indication précise sur le lieu et les conditions de découverte exactes, ce qui a son importance. De plus, retrouver du bois aussi bien conservé après plusieurs millions d'années, c'est très difficile, voire impossible. Le propriétaire du marteau a également refusé toute datation pendant longtemps, ce qui n'était, il faut l'avouer, pas très bon signe. Finalement, en 1990, une datation est effectuée, mais son résultat est rejeté par le propriétaire en disant que c'est une erreur. En effet, le résultat de la datation carbone 14 effectuée ne va pas vraiment en son sens, puisqu'il montre que l'objet a 700 ans au maximum. Autre problème, le rocher n'est peut-être même pas si vieux que ça. Tout d'abord, les fossiles de coquillages qui l'accompagnent ressemblent selon certains à des espèces récentes. De plus, il pourrait très bien s'agir de concrétions récentes, ou même d'un mélange de roches anciennes et de roches plus récentes qui se seraient concrétionnées par-dessus en entourant le marteau. On peut également signaler que s'il y a eu de nombreuses analyses sur le marteau, aucune n'a pu prouver qu'il s'agissait d'un objet très ancien. On avance par exemple dans une de ces analyses que sa méthode de fabrication est étonnante puisque le fer est très pur, et que donc il doit sans doute s'agir d'une technologie ancienne oubliée. Mais en réalité, cela peut tout autant prouver qu'il s'agit d'un outil fabriqué avec des méthodes relativement récentes, et donc que l'outil lui-même n'est pas ancien. On peut ajouter à cela que le style du marteau n'a rien d'exotique. Il est assez typique des anciens marteaux américains, ce qui là encore ne va pas du tout dans le sens de la théorie des créationnistes. L'hypothèse la plus probable est que cet objet perdu par quelqu'un se soit retrouvé dans des sédiments dissous, qui ont fini à nouveau par se durcir en se concrétionnant autour. Si c'est un objet insolite, il n'y a aucune preuve par contre qu'il est particulièrement ancien et qu'il témoigne d'une civilisation oubliée. Ninive est une cité très ancienne, déjà mentionnée dans la Genèse, datant probablement du 7e millénaire avant notre ère. Elle était le plus grand centre de peuplement de l'Empire assyrien. En 1846, alors qu'il travaillait à Nimroud à quelques kilomètres de Ninive, l'archéologue anglais Henry Layard y fit une découverte intrigante. Un disque de cristal dont une face était plate et l'autre avait été meulée pour la rendre convexe à l'aide d'un outil de précision. Le disque fut d'abord assimilé à un objet ornemental, avant que David Brewster ne s'intéresse à la trouvaille. Brewster examina l'objet et déclara en 1853 qu'il s'agissait d'une lentille optique d'une incroyable complexité. L'utilisation que pouvaient faire les Assyriens de cette lentille reste un mystère, bien qu'une multitude d'extrapolations soit envisageable. Bien, alors à quoi avons-nous affaire? La lentille de Ninive, aussi appelée lentille de Nimroud ou de Layard, a été découverte en 1845 par Henry Layard, un diplomate féru d'archéologie qui a longtemps fouillé la ville de Nimroud. Cette dernière est une ville du nord de l'Irak, qui a été fondée vers 1200 avant notre ère environ, et qui devient la capitale royale de l'Empire d'Assyrie sous le règne du roi Assur-Nasiripal II, soit vers 800 avant Jésus-Christ. Je vous mets un lien dans la description pour en apprendre plus à ce sujet si ça vous intéresse. Cet objet est un cristal de roche de forme lenticulaire. Il a un diamètre d'un peu plus de 1,5 cm et a bien une forte ressemblance avec une lentille. Elle a même été polie.
Plusieurs opticiens lui ont même en effet trouvé des propriétés optiques. Cependant, il n'y a à ma connaissance aucune autre lentille du genre qui a été retrouvée pour cette époque. Aucun texte ou aucune illustration n'évoque une utilisation d'une technologie optique à cette époque, et il n'y a pas plus de vestiges archéologiques qui pourraient valider une telle hypothèse. On peut plutôt penser qu'il s'agit d'une incrustation décorative, puisque l'objet a été découvert au milieu de fragments de verre bleu opaque qui auraient sans doute été également des incrustations d'un élément qui a aujourd'hui disparu. Ça, évidemment, on se garde bien de le dire dans la vidéo, il faut rester mystérieux. Même si l'on admet qu'il s'agit d'une lentille, ce qui est loin d'être avéré. Cela serait certes la plus ancienne connue à ce jour, mais ça serait très loin de révolutionner l'histoire. Ensuite, la vidéo évoque les pierres d'Ica, mais je ne vais pas en parler ici puisque j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en description, ainsi si vous ne l'avez pas vue ou que vous voulez la revoir, vous savez où la trouver. Les pierres du Costa Rica sont découvertes dans les années 30 lors de défrichages menés dans la jungle afin d'étendre des plantations de bananes. La taille de ces sphères varie de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre et leur origine est inconnue. Personne ne sait par qui ou dans quel but ces sphères ont été réalisées et il est impossible de les dater. De tels objets seraient réalisables de nos jours à l'aide de technologies modernes. La vidéo nous parle à présent des sphères de pierre du Costa Rica. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que, comme c'est sous-entendu, il était impossible de les réaliser à des époques lointaines? Ces fameuses sphères ont été étudiées par le professeur J. Hobbs. Ce dernier est un anthropologue qui a été missionné par l'UNESCO afin de les étudier. Parce que oui, juste au cas où, ces sphères ne sont pas du tout un secret. Elles ont été même inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. On décompte un peu plus de 300 sphères de ce type, dont la plus grosse pèse environ 16 tonnes et fait un peu plus de 2 mètres de diamètre. Les datations n'ont pas pu être réalisées sur les pierres directement, car il n'y a pas de matière organique, mais sur les vestiges archéologiques qui ont été retrouvés avec. Ces datations ont donné des dates allant d'environ 600 à 1000 après Jésus-Christ. Cependant, c'est uniquement la date de la dernière utilisation de ces pierres, il est donc tout à fait possible qu'elles soient plus anciennes que ça. La raison qui a poussé à la création de ces objets est inconnue. Cela ne signifie pas pour autant que l'on peut imaginer n'importe quoi comme des extraterrestres ou une civilisation perdue, d'autant que les vestiges qui accompagnaient ces sphères n'avaient rien de mystérieux et sont tout à fait ordinaires pour cette région et cette période. Concernant la méthode de fabrication de ces pierres, là encore, ce n'est pas plus mystérieux que ça. Certaines des sphères portent en effet encore la trace du martelage qu'elles ont subi. Elles ont donc été sculptées avec des outils en pierre, puis polies. C'est certes un travail très impressionnant et qui devait demander du temps, mais c'est loin d'être impossible. Des sphères de pierre mégalithiques de même nature ont également été retrouvées en Bosnie, au Mexique, au Nicaragua, en Libye, en Suède, en Nouvelle-Zélande, sur l'île de Pâques et en Russie. Concernant les pierres sphériques que l'on retrouve un peu partout dans le monde, cela ne signifie pas qu'une civilisation était à tous ces endroits, car contrairement à ce que l'on pense, la nature est parfaitement capable de fabriquer des sphères. Je vais essayer de vous décrire un des phénomènes qui peut provoquer l'apparition des sphères en pierre, et vous aurez des liens avec d'autres exemples plus précis en description. Dans la vallée de la Lune en Argentine, par exemple, on retrouve des sphères. Ces dernières se sont formées à partir de simples grains de sable. En effet, ces derniers vont parfois se lier les uns aux autres grâce à du calcaire. Le phénomène va continuer sur de très longs intervalles de temps, et si l'érosion ne force pas la formation à privilégier une direction par rapport à une autre, celle-ci va continuer de se développer dans toutes les directions, et donnera donc une sphère. Je simplifie, mais comme je vous l'ai dit, vous trouverez plus de détails en description. Et encore, il existe bien d'autres phénomènes aboutissant au même résultat. J'aurais par exemple pu parler des pisolites, aussi appelées perles des cavernes. Donc non, tout ce qui est sphère n'est absolument pas dû à l'homme. Depuis plus d'un siècle, historiens et scientifiques débattent de la date d'arrivée des Vikings en Amérique et de l'endroit le plus occidental qu'ils ont atteint. Un des artefacts clés dans ce débat est la pierre runique de Kensington, un objet de 92 kg déterré par un fermier du Minnesota en 1898. Couverte de runes scandinaves apparemment anciennes, la pierre pourrait, si son authenticité est prouvée, changer l'histoire de l'Amérique telle qu'on la connaît. Les mots de l'inscription prétendent qu'elle fut gravée en 1362 et rapportent l'histoire du massacre de 10 Scandinaves qui avaient pénétré du Vinland, l'île de Terre-Neuve au Canada, jusqu'à l'état actuel du Minnesota dans un groupe de 30 personnes. La pierre porte à débat comme d'habitude entre ses défenseurs et ses détracteurs.
Durant les 40 années qui suivirent la découverte, des scientifiques s'appliquèrent à jeter le doute sur son origine, accusant son découvreur d'avoir lui-même tracé les inscriptions. La pierre runique de Kensington est une pierre sur laquelle est gravé un texte runique qui daterait de 1362 et qui parlerait d'une expédition viking qui serait arrivée jusque dans l'état actuel du Minnesota. Faisons un petit rappel historique. Un peu avant l'an 1000, un viking en exil du nom de Leif Erikson va découvrir le Groenland et s'y installer. Des explorations effectuées par ces vikings, dans les années suivantes, les conduiront à découvrir le Labrador et Terre-Neuve, et donc de poser le pied en Amérique. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, un lien est disponible en description. Revenons à notre pierre qui semble indiquer donc que nos amis vikings sont allés bien plus loin que ce que nous pensions. La pierre en question a été découverte en 1898 par un fermier qui l'aurait sortie de terre. Il l'aurait ensuite montré à des amateurs locaux qui auraient vu la preuve que les Vikings sont venus jusqu'au Minnesota. C'est un journaliste qui va ensuite récupérer la pierre et qui va passer sa vie entière à essayer de démontrer qu'elle est authentique. Parmi les runes inscrites, certaines sont étranges et inconnues, ce qui va causer par la suite beaucoup de débats. Assez rapidement, les spécialistes du sujet scandinave prennent position et la grande majorité pense alors qu'il s'agit d'une fausse preuve, d'une fausse pierre. La bataille va continuer pendant très longtemps. Mais il est très intéressant de constater que les défenseurs de l'hypothèse que cette pierre est authentique sont surtout des amateurs. Cependant, il y a quelque chose que la vidéo n'évoque pas. Une Suédoise va retrouver par hasard, dans les archives familiales, des papiers écrits par un ancêtre tailleur itinérant suédois. On retrouve dans ces écrits les mêmes symboles runiques étranges que sur la pierre. Or, ces papiers datent de 15 ans avant la découverte de celle-ci. Ce tailleur suédois avait donc connaissance de ces runes, et il est fort possible que le découvreur, qui était également d'origine suédoise, connaissait également ces symboles. De plus, le fermier qui était présenté comme un ignare, et qui n'aurait soi-disant jamais pu écrire ces runes par lui-même, eh bien, c'était pas tout à fait le cas. D'après certaines sources, il était dit qu'il était très intéressé par l'histoire et la philologie. Mais pourquoi voudrait-on fabriquer un tel faux? Il y a une possibilité et une explication. Le découvreur de l'objet faisait partie d'une communauté de Scandinaves émigrés, qui auraient tout à fait pu vouloir montrer l'importance de leur peuple dans l'histoire américaine, ou alors tout simplement légitimer le fait qu'ils s'installent sur ces terres. Il semble alors très probable que cet artefact soit un faux. Je précise au passage que la vidéo évoque une analyse de la pierre qui démontre qu'elle aurait bien passé un long moment sous terre. C'est peut-être vrai, mais n'oublions pas que si j'avais déterré une pierre trouvée dans le sol pour faire des gravures sous sa surface, la conclusion de l'étude serait exactement la même. Alors qu'il se rendait dans l'Himalaya pour étudier des cavernes, un groupe d'archéologues chinois fit la découverte d'une série de tombes alignées contenant des corps de petite taille, moins d'1,40 m, et à la tête étonnamment grosse. Non loin de ces tombes, ils découvrirent d'étranges disques de pierre percés en leur milieu, manifestement l'œuvre de créatures intelligentes. Ces disques présentaient une fine rainure qui, après un examen approfondi, s'avéra être une ligne de symboles microscopiques écrits dans une langue inconnue. Le texte traduit fut présenté à l'Académie des études préhistoriques de Pékin, qui en interdit la publication. En effet, le texte gravé sur les disques racontait l'histoire du peuple Dropa, venu du ciel dans des engins aériens il y a 12 000 ans. Dans un premier temps, les intentions pacifiques de ce peuple furent incomprises par les autochtones, les Ham, qui en massacrèrent la plupart. Reprenons l'histoire qui nous a été racontée. Nous parlons ici des disques de Dropa. En 1938, un archéologue chinois découvre dans les grottes de la région de Bayan-Karaoula des tombes contenant des corps avec des crânes surdéveloppés. Ils ont également trouvé, à côté de ces derniers, des disques de pierre sur lesquels se trouvait une rainure en spirale. Un chercheur aurait ensuite découvert que ces rainures en spirale étaient en fait un langage inconnu. En 1962, ce dernier prétend avoir traduit les textes des disques. Cela raconterait soi-disant qu'il y a 12 000 ans, un vaisseau extraterrestre s'est écrasé sur Terre. Les aliens nommés Dropa sont restés coincés, et le peuple local nommé les Ham se serait donc mis à les chasser. Cette histoire a été reprise par de nombreux journaux à sensation dans divers pays, mais la source d'origine est toujours désignée comme une agence de presse qui n'existe pas. De plus, les dates données changent à plusieurs reprises au fil des articles. Autre problème, on ne trouve nulle part les fameux disques et encore moins les corps extraterrestres, pas plus que l'archéologue qui les aurait découverts qui n'est enregistré nulle part. La seule photo connue serait celle prise en 1974 par Ernest Wegerer, dans un musée juste avant que ces disques ne disparaissent mystérieusement.
Cependant, après quelques recherches, cette photo ne semble pas du tout montrer qu'il s'agit de disques extraterrestres, mais des disques Bi. Ce sont des disques de jade très présents et connus en Chine. Autrement dit, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Je vous laisse quelques infos à ce sujet en description si ça vous intéresse. Encore une fois, quand on recherche un petit peu, il n'y a rien d'extraordinaire et on remarque de nombreuses contradictions. Et bien voilà, nous avons vu tous les éléments que la vidéo passait en revue. Finalement, cette dernière n'a en rien démontré l'existence de l'Atlantide ou d'une quelconque civilisation humaine antérieure à un déluge biblique. Ce qu'a démontré cette vidéo par contre, c'est qu'en occultant certains détails et en présentant les choses d'une certaine manière, on peut facilement les rendre plus mystérieuses qu'elles ne le sont en réalité. Pour beaucoup malheureusement, une voix agréable et un bon montage suffit amplement comme preuve, et tant pis s'il n'y a aucune source. Cette vidéo est mise en avant par l'algorithme de YouTube, et il est évident que les créations de ce genre seront toujours plus courtes à produire et plus partagées que celles qui essayent de contre-argumenter en apportant des faits et des sources. Si par un quelconque hasard la vidéaste tombe sur cette vidéo, ce dont je doute fortement puisque je ne suis qu'un tout petit youtubeur, je l'encourage tout de même à faire plus de recherches, à citer ses sources et à faire attention aux hypothèses alléchantes sur le net qui ne reposent que sur des récits et qui n'avancent aucune preuve. Pour ceux qui penseraient que j'ai coupé des éléments de la vidéo d'origine ou repris des passages hors contexte, vous trouverez le lien de cette dernière pour vérifier en description ainsi que toutes mes sources. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait vraiment plaisir, on a dépassé les 100 abonnés, je trouve ça assez dingue. Si jamais, il y a un serveur Discord pour la chaîne que vous trouverez en description. On est très peu dessus, il s'y passe pas encore grand chose, mais si vous voulez discuter, vous êtes invité à le rejoindre. J'y annonce d'ailleurs mes vidéos à l'avance. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, promis la prochaine fois on parlera d'autres choses. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à creuser la question. Il y a tant à trouver, tant de mystères qui se seraient doutés que juste sous nos pieds se cachent tant de traces de notre passé. Lisons la stratigraphie, établissons vite une chronologie. Il reste tant à faire, détourne-moi donc ces pierres. Je crois qu'on est tombé sur un